So, welcome everybody for this sales night. Yeah! So, this sales night is your night. Basically, every last Thursday of the month, we organize this sales night in order to border the sales community. Holland. So now, let's say about a year ago, Philip and I, we started the Brightbiz Sales Academy. And exactly the reason why we are here, and of course, Philip, isn't it? I think we both are very passionate about sales, isn't Absolutely, it? Pascal. I agree with you. So let me introduce this sales night. It's a quite exciting sales night. It's about sport and sport coaching. So tonight we have two amazing coaches that I had to meet the time and also the chance to meet personally is Jacques Bourlet. So this is the proof. And this is Jean-François Lanvin, not the one on the left or the right, just in the middle. And he will be here in a few minutes, of course. And yeah, I had the chance to talk to Jacques Bourlet. Unfortunately, he wanted to come, but he's in Africa for some business reasons. But nevertheless, he gave us an amazing chance. It's because we always have problems with microphone, but I have here some batteries, of course. We have backup and backup of backup and backup. So as a sales, we need to be prepared to any situation. So that's the first learning for tonight. You have to have a B plan, C plan, etc. So he gave us an amazing chance to give us the video of a workshop he's been doing. He's living out of it also. And he showed me in a few, like 20 minutes, just very quickly, when I was at his home. And I was saying, wow, that's amazing. He promised me to give 1 week after. So in the meantime, I thought, will I have it or not? But yes, so we have it. So I will show you that, of course, in a minute. It will be in French. However, I've worked on putting some key elements in English as well. So yeah, you can refer to what he's been doing. And after, so the title is Be Ambitious, Set the Bar High, Looking Towards the Future. And after that, I will have the honor and pleasure to invite here Jean-François Lanvin, who will make a presentation and a workshop for you guys. And there will be question and answer, and after we'll have some fun together with some drinks and champagne. Yeah. All right. So let me first give you a small introduction. So I don't know who of you has been sales or sales manager or has been in touch with sales. Quite some people. I would say the majority. So it's great. So basically, as you know, target is very key. So like a sportsman, you have your own target, right? Sales is the same. And usually it's about money. It's nothing else. So, of course, a sales hero, you expect something from him. You know, to sell is not easy, right? And you have a lot of responsibility. So, if you don't succeed, it's very easy. You have the red card. Everybody look at you, and he's really not happy. You know, nobody is happy in the company. And that's why actually it's really a mess if you don't succeed to get your target. But if you succeed, you get reward, right? It's exactly the same as sport. Sales needs support and motivation, and that's where actually the coach is there, you know. And even as a salesperson or whatever you do in life, you need to be coached. Because when you're driving on your bicycle, you think that, yeah, everything will go well until you find out you didn't take the right direction.
or the best way to reach your end goal. So motivation is really key as well. And the drive. So it's something that you need to improve all the time, have every day. So when you wake up, you have to have the drive, how do you really reach the end of the day, the end of the week, the end of the month, and get your targets. But it's also a question of team playing and the team spirit, because a salesperson is nothing alone. You need some people around you, you need the product manager, the marketing, you need the logistic eventually, and the team makes everything. And a coach needs to coach not only the sales team somehow, but you need to coach everyone and align everyone. That's how we've seen in some companies, they are not aligned. So you have the sales, one department, so everybody's saying, oh, what they are doing in sales, and then you have the marketing, and then the sales say what they are doing in marketing, they don't understand us, and same for logistic or the service. So that's why you need to have a team spirit. Then you need training. Every day is about training. Every day you need to improve yourself. And the coach roles, and that's what we will see later with Jacques and Jean-François, how those guys train their people and how they get trained as well, I believe. And it's about always go beyond your limits and excel in what you're doing. How do you improve yourself day after day? And that's the coach can help you. Who believe I'm coached? I am coached. I am a coach, but I am coached because I believe someone from outside can improve me, right? So I suggest every one of you, whatever you do, to be coached. Then, you know, it's about being the first at the finish line. But you know, in sales, because we talk about sales, there's only the place for number one. If you're number 2 or 3, you don't have a gold medal or a bronze medal or silver medal. It's only you have the gold, that's all, right? So don't forget that. If ever you do sales, you need to be the best. So when you succeed, of course, you get the success and you get the rewards. But of course, that's great. In sport, you have 3 winners, right? But the sales, only 1. So, indeed, you need to be the best. So that's for the short introduction about sport and sales. Now we will look at the movie of Jacques Borlet. You know, there is just before we started, I got a message from someone I coach, and I don't know if from where you are you can see. So this guy has followed the sales training, and I asked him during the training if he already signed ever in his life any contract. He said no. We are now 3 weeks later, and he signed for a deal for 24,000 euro. And basically, he just made this video, like, you know, because he's very proud of it. And that's one of the lessons that Jacques said, and together also with Pascal, we lived at Xerox, you know, we worked for Xerox. And I said we lived at Xerox because it was fun. It was, you know, every moment you need to be positive and celebrate it. And every time, you know, that we have difficulties, you know, to sign deals or have clients, whatever, then you think, yeah, but let's remember, you know, the great moment, you know, that in the past, you know, and that will empower you. That's what he says, right? And so you need to celebrate. That's one of the message. Each time you have something, you have a goal, you know, I have a goal for end of the year. So if I reach it, I say to Pascal, we'll do something great. We need to celebrate it. So that next time, in 1 year, we will remember that and we will be, you know, motivated to reach that goal again.
So that's one of the message, of course, that is exactly the same in sport. So I would love to have Jean-François Lanvin coming here on stage. We can applaud him. Thank you. Who is a coach, a very extraordinary coach. I will let you introduce yourself because I know you have such an amazing career and experience. So I think no one else than you will be able to introduce yourself. Maybe you can do also in French, and I will maybe translate for the key messages. So that he feels comfortable and it's better to express oneself in his own language. Voilà, Jean-François, merci d'être là donc. Peut-être une courte introduction sur qui tu es et tes grands moments de ta carrière. Merci, en tout cas merci pour l'invitation. Plusieurs excuses pour commencer, déjà de ne pas pouvoir le faire en anglais. Mais je n'ai toujours pas trouvé le bon coach qui arrive à me persuader et surtout à me stimuler au maximum pour faire le pas pour pouvoir le faire en anglais. Deuxième chose, comme je l'ai dit à Philippe, ça l'a peut-être surpris quand il m'a demandé « Tiens, est-ce que tu as préparé ou est-ce que tu as un modèle type ?» Je lui ai dit non, moi je ne prépare jamais rien. Comme je vais vous l'expliquer, j'ai donné cours pendant 8 ans dans une école où je n'ai jamais préparé un cours avant de commencer ma leçon. C'était toujours à l'impro. Et puis 3 par rapport à la forme, j'ai toujours fait le choix quand je témoignais, parce que moi c'est plutôt des témoignages que je considère que je fais, c'est de ne pas être dans la nuance. Ça veut dire que je risque souvent d'être dans la grosse provocation. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense qu'à notre époque on nuance trop souvent. Donc si je vous dis oui, les choses vont plus ou moins bien, ce phénomène c'est pas trop grave, je pense que là vous comprenez votre coussin et vous continuez à faire une petite sieste, tandis que si je vous dis les choses sont très graves, c'est dramatique, on est en plein génocide, oula, et je préfère à ce moment-là qu'on commence à nuancer ensemble. Donc ne soyez pas étonnés par parfois mon style un peu rentre dedans, c'est tout à fait volontaire. I will just make a quick translation because I have a memory card which is short term. So first of all, Jean-François says he's sorry, of course, he's going to speak English. He didn't get the right coach to get the motivation and to be excited about learning English. He also said that yes, he's didn't prepare anything. Jean-François is the kind of guy who don't prepare ever. He's like more doing, improvising, the moment with who he is and what he wants to present. So it's great because being sales, you also need that. You need to be prepared, but also the other side. So it's very interesting. He will also tell you something which are not gray, but more, black or white. Because as a coach, I think that's what we can understand. He's the kind of guy you will remember the instructions because it will be just like this and not in between, right? So the following things that he will explain will be like that. So don't be shocked. Alors maintenant, avant de commencer par mon parcours, c'est très chouette. Ça me fait plaisir d'entendre qu'on me considère ici comme coach, même si au niveau professionnel, c'est marrant, je n'ai pas encore ou jamais eu vraiment le statut officiel de coach, alors que dans la vie, je vais dire personnelle, privée, associative, on va dire là bénévole, on m'appelle toujours coach. Donc voilà. Donc moi concrètement, comme je vous l'ai dit, moi je suis enseignant de formation et j'ai fait le choix de donner cours assez rapidement dans des écoles dites difficiles. D'abord dans ma région, dans la province du Hainaut, donc en Wallonie, avant de venir donner cours pendant 7 ans à l'Institut de la Providence à Anderlecht, dans le quartier de Kuregem. Donc Kuregem, les abattoirs, pour ceux qui vont au métro, le métro Clémenceau, donc un quartier considéré comme difficile à Bruxelles. C'est un choix personnel, alors qu'à la base, je pense comme certainement que la plupart d'entre vous, j'ai un parcours d'enfance, d'adolescence privilégié, je vais dire des écoles, de chouettes écoles,
Et puis, grâce à mes études de prof, j'ai eu l'occasion très rapidement de faire des stages auprès de l'enseignement professionnel, technique et professionnel, qui était le premier enseignement que moi je méprisais quand j'étais moi-même élève. Parce que quand on est jeune et que vous avez la chance d'être dans des écoles, dites des bonnes écoles, que vous faites de l'enseignement général, que vous faites des latines, du matin au soir, on vous répète que vous êtes dans le haut du panier et que, attention, travaillez bien, parce que si vous tombez en technique ou en professionnel, c'est dangereux. Et donc, évidemment, ce sont au final les écoles au point de départ qui créent le cloisonnement entre les gens. Et puis, j'ai eu un peu ce coup de foudre, ce coup de cœur pour ces jeunes en difficulté. Et c'est comme ça que, contre l'avis de beaucoup de gens, j'ai voulu directement donner cours dans ce type d'école. Et c'est pour ça le lien avec mon intro, en me disant, l'enseignement technique et professionnel en Belgique, et notamment dans la partie francophone du pays, ne fonctionne pas trop bien, pour pas dire pas du tout. Et comme je disais tout à l'heure, on est presque sur un génocide complet de plusieurs générations ces dernières années. Et donc je me suis dit, je vais donner cours là-bas, mais moi je vais faire différemment. Ça veut dire quand je suis arrivé là-bas auprès de ces jeunes, je leur ai dit, écoutez, moi je ne sais pas ce que je peux vous apporter, mais je vais d'abord essayer de vous écouter et de comprendre où est le vrai problème de ces filières et qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Okay, so basically, Jean-François has been born in a very rich family. No, I'm kidding. He's just like, a normal family. He's been in great schools, professional schools. He doesn't have the title of coach. But it's not to be, what's in the title, we used to say. So he is a coach. It's about being. It's true. I never learned how to teach. However, I'm a coach. Am I a good coach? I let the others decide about it. So now, of course, Jean-François decided to be a coach, and he says the last years there's a huge problem in school, right? So the school don't do their job well enough. So that's why he decided to help those who need the most, to be taught, to be coached. And where, of course, is a big problem is with the people who drop the school or are dropping, somehow and don't get attracted by school. So those children who has problems at school. So he wanted to do something, and it's a reason of life to help those young children, young guys and girls. So he's teaching in a professional and technical school at the moment. Et je vais simplement vous parler du premier projet qui m'a lancé, parce que s'il n'y a pas ce projet, aujourd'hui je pense qu'on est le 28 septembre 2017, c'était il y a 15 ans, je ne suis jamais ici devant vous. Comme je vous disais, je rentre dans ces classes de jeunes, plus ou moins entre 15 et 18 ans, de l'enseignement professionnel, donc électricité, mécanique, tous des jeunes qui sont dans ces classes, non pas parce qu'ils veulent devenir menuisiers, électriciens, non, pas du tout. Parce qu'ils ne sont pas assez forts en mathématiques, parce qu'ils ne sont pas forts en langue, parce qu'ils ne sont pas forts en ci, hop, on les balance dans l'enseignement général, et à ce moment-là, ils rentrent dans des filières qui sont des filières de relégation au final. Et donc, je les écoute un petit peu, et ils me confirment assez rapidement, évidemment, cette dévalorisation qu'ils ressentent. De dire, nous monsieur, on n'a pas d'avenir, on a des écoles poubelles, on n'a même pas de profs souvent pour nous donner cours. Donc, nos parents même ont souvent de dire qu'on est dans cette école, donc pas d'avenir. Ça me touche parce que ces jeunes dont on pense souvent, justement, quand on les croise dans les rues, je vais dire par leur comportement différent, justement que ce sont des grands caïds, au final, ce sont souvent des jeunes remplis de faiblesses et de mal-être. Et donc, comme je vous disais, à partir du moment où ma première méthode, ça a toujours été l'écoute, je suis comme un prof, à un moment, il faut quand même dans sa classe essayer de concrétiser certaines choses. Et j'ai une première idée, qui est d'une débilité absolue, mais qui change ma vie complètement. Cette première idée, c'était de me dire, tiens,
vu que les gars pensent qu'ils sont des cons, qu'ils n'ont pas d'avenir, mais que je comprends, moi, par mon expérience, que c'est souvent joué sur des détails où on bascule, ou dans la vie, bah, on prend l'ascenseur vers le haut. J'aimerais leur faire rencontrer des gens des deux pôles pour leur montrer bah, que ce basculement, c'est le moment déterminant que tout se joue là. Et donc j'ai l'idée de leur faire rencontrer, bah, au point de départ, une personnalité et un clochard, un habitant de la rue. Et je suis à l'époque dans une école à Mons et je mets à la recherche d'un sans-abri. J'en parle avec des proches qui me disent « Mais t'es fou, faire venir un SDF en classe, tu n'y arriveras jamais. » Mais sache que quelques rues plus loin, c'est un centre d'accueil pour des personnes en rupture sociale. Va les rencontrer, on ne sait jamais. Et donc là, je me rends là-bas. Ça s'appelait la Maison Saint-Paul à Mons. Et j'explique au directeur mon idée, de me dire, tiens, je sais que les gens qui sont chez vous bah, sont des gens qui ont décroché un moment. J'aimerais qu'ils puissent rencontrer des jeunes qui sont peut-être pas sur un basculement qui sera aussi grave, mais en tout cas, un basculement qui pourrait être très dangereux. Il me dit, écoute, je comprends l'idée d'un point de vue moral, mais moi, je ne vais pas aller dans ton école de merde pour encore plus détruire des gens qui viennent chez nous pour un tout petit peu se reconstruire. Mais, vu que je vois que tu as quand même des envies de faire bouger les choses, ce que je te propose, c'est de venir une fois avec une classe chez nous pour visiter un peu le lieu. Et là, c'est un mardi après-midi, et c'est le tournant de ma vie. Je vous dis, sinon je ne suis pas devant vous aujourd'hui. Je me rends là-bas avec cette classe, c'était des 4 professionnels d'électricité, donc tous des gars plus ou moins de 18 ans qui avaient déjà approfondi la chose dans le secondaire. Le directeur nous explique un peu, de manière théorique, c'est quoi un centre d'accueil. Là, je suis déçu assez vite, parce que je me rends compte que cette théorie, je vais dire un peu d'un fonctionnement d'une institution sociale, c'est pas ce qu'ils ont besoin. Et puis, avant de partir, il nous dit, vu qu'il faisait assez bon, il n'y a pas grand monde dans la maison, donc on va faire un peu visiter le lieu. Et donc, un peu comme ici, on monte à l'étage. Et là, mes élèves voient l'état pitoyable des lieux. Plusieurs pièces, 30 matelas alignés les uns à côté des autres, des trous dans les murs. Et là, un de mes élèves, Jordi, propose au directeur, il dit, écoutez monsieur, moi je vais venir donner un petit coup de tournevis sur les prises de courant demain, après-midi, un mercredi, parce que ça me rend malade de les voir dans cet état-là. Moi sur le coup, je pense que c'est une parole en l'air, comme un ado peut en avoir. Pas du tout, quelques jours plus tard, il revient me voir et il me dit, ça fait plusieurs semaines qu'on se connaît, que vous nous dites dans les classes qu'il faut peut-être un moment se rebeller positivement, se révolter. On a une idée, dans le cadre de votre cours, on aimerait restaurer ce lieu. On en a parlé aux classes de menuiserie que vous avez, on pourrait faire des petites cloisons pour mettre entre les lits, nous on pourrait un petit peu au niveau électricité arranger les trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis un gamin, à l'époque je pense que j'ai 21 ou 22 ans, j'ai des élèves quasiment de mon âge, et je vais trouver mes collègues qui me disent « Oui, super, magnifique », sachant que ces collègues, eux, vivaient l'enfer avec ces élèves dans leur classe. Et quelques jours plus tard, on me dit « L'enseignement, c'est pas ça. L'enseignement, c'est programme, homologation, assurance. Donc ta créativité, tu la mets de côté. » Donc là, c'est le tournant de ma vie, comme je vous dis, et là, pas de ma carrière, de ma vie. Soit j'ai deux choix, soit je rentre dans mes classes et je dis aux élèves, au final, continuez à taper sur les profs avec les planches de bois. C'est peut-être ça qu'on vous demande, ce grand cirque. Ou alors, ce projet, on va le rendre possible. Et je prends cette option-là, je crée mon ASBL, l'ASBL Génération Nouvelle, et je deviens un peu le prof atypique en Belgique pendant une dizaine d'années, où justement je décide d'être un prof qui travaille avec ses élèves, surtout en dehors des heures de cours, et j'essaie de faire de l'accrochage scolaire en dehors. Et donc à ce moment-là, c'est parti, et notamment sur ce projet, on restaure ce lieu en plusieurs mois, où c'était un souvenir extraordinaire. Ça, c'est le point de départ de ma carrière, donc vraiment la partie, je vais dire, sociale,
associatif, et surtout, et je pense que c'est là que j'essaie de faire du lien un peu par rapport à vous, c'est que c'est le point de départ de se rendre compte que tout est possible. C'est le point de départ, et je pense que c'est super important quand on veut toucher les gens, et c'est pour ça que généralement, quand on est, peu importe, pédagogue, vendeur ou autre, on se met rarement à la hauteur des gens. Non, non. Moi, j'ai toujours dit, si on veut toucher les gens, il faut se mettre à leur hauteur, dans leurs repères, même si on veut les emmener ailleurs. Parce que trop souvent, c'est, voilà, moi je sais tout, j'ai la bonne nouvelle, j'ai le bon chemin, viens me retrouver. Non, non. Si vous voulez aider les gens, si vous voulez rentrer avec eux en communication, il faut aller les chercher où ils sont pour les amener où vous voulez. Wow, that's a great story, by the way. I will let Pascal explain you. It's a joke. No, no, okay, I will try to do it. So, yeah, so Jean-François, you remember he's a teacher. So he went to start his school, you know. They were young guys and girls, you know, 15, 18. You know, those, you know, poor people, they don't have any future. You enter, you say, how are you? And they say, well, we don't know, we don't care about life, we don't have any future, we don't know what to do anyway. You know, those kind of guys. So because, you know, when you enter any job, any situation, it's very important to listen. Listen what is happening. Don't go, yeah, I'm a coach, yeah, I will teach you, blah, 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 blah. No, that's the first thing you need to do. Whatever you do, sales or you're doing coaching. Listen. By the way, 90% of the job of a sales is listening, not talking. So, Sinoe, huh? You agree with me, right? So, he's a good sales guy. So he went to talk to them, and he says, I have an idea. I want to make something special, you know, not just come and read and say, okay, that you need to do this and that. No. He said, okay, I need to make something innovative. He wanted to put together, you know, people who failed in life and somebody who is successful. So he started to say, okay, who is failing? The homeless people. So he went in the street and he tried to, you know, to find a way to get to those people. So he found an organization, you know, helping those homeless people. And he talked to a homeless guy and he said, well, look, I want to create a connection with, you know, my students and show, you know, the other side as well. So the homeless person, he said, well, look, if I go there, I will demotivate your people, you know, it will get even worse. Says, well, let's do different. We will come to the homeless organization with my school, my students. So he went to with the students to that school, to that organization, right? And, you know, it was, for example, rooms with 30 mattresses, you know, one to each other, you know, like no one would like to live there. And the students saw that, and they were really like surprised, and you know, those guys who looked to always, you know, like, yeah, I'm a kid, you know, I'm strong and everything, but in the end, actually, you know, they have a heart, you know, and you know, they were touched, and actually, this story changed the life of Jean-Yves, and that's why that was 15 years ago. That's why he's just right now, right here, right now, and. You know, those children, those teenagers, you know, they saw, you know, the situation, you know, like so bad, even worse than their home, of course, right? And they saw some electrical problems. Remember those guys, they're professional technicals and everything. They saw, wow, tomorrow I will come to fix that plug because it's not good and it's dangerous. He thought, well, you know, they just saying it, you know, they're teenagers, they say, but they will never do anything. But actually not. The day after, the young teenager came with a screwdriver and repaired the things.
they found the real motivation, real reason for doing it, right? It's like they wanted to do something in their life. Of course, the idea behind is you need to give access to make things happen. But, so he did something great, right? Do we agree on that? Of course. But then he went back to school, and the day after, well, 2 days after the screwdriver, right? So the, the rector, like the top one of the school, went to him and says, well, look, something is wrong here. I heard you went to the, homeless organization with the school. That's not in the program. What do you do? Then, of course, he was disappointed because he wanted to do something good. But no. It's whether you follow the program or you go away. Then he thought, what will I do? And it takes him a second to say, well, I will leave. The real reason I want to create my own organization to help those children. If the society, the schools, don't want to help, I will do it. So it's a short message that he didn't say, but if you have a real reason, why Pascal and myself, we decided to be coach also, by the way, because it's a reason behind, right? It's a very deep reason. You can do a lot of jobs, but it's really what is inside of you. And that's why, by the way, the startups, the entrepreneurs world, and when you think about big corporation, we talked about Oracle, the CEO, or the CEO of Hewlett-Packard, and those two guys, by the way, they started in the garage. It's from passion that it became bigger and bigger. So that's how actually he started 15 years ago with this non-profit organization. And that's now we will see what he will tell us as from now on. Et avant qu'on puisse vraiment rentrer en communication, parce que je pense que c'est important qu'on puisse assez rapidement basculer vers des questions-réponses, parce que ça me paraît plus pertinent pour vous, j'ouvre encore simplement 2 tiroirs de mon parcours. Le prolongement du premier tiroir dont je vous ai parlé, c'est que rapidement, je me spécialise ou on me spécialise sur la délinquance ou même la lourde criminalité, où j'ai la chance de vivre un grand parcours là de coaching avec quelqu'un qui sort de prison, et j'accompagnerai pendant 5 ans, je vais dire, sur tout un parcours de réinsertion. Grâce à cette personne, je découvrirai le monde de la prison, le monde des IPPJ, donc ce sont les prisons pour jeunes en Belgique. Et tout ça fera aussi qu'à un moment, je déciderai de mettre fin de manière officielle à mon parcours social, d'un point de vue professionnel, tout simplement parce que ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de l'intégrisme, du radicalisme, j'ai eu, je vais dire, la chance ou la malchance d'avoir une série de jeunes qui étaient les principaux acteurs des attentats de Paris, de Bruxelles dans mes classes, et où avec mes collègues, on avait annoncé presque de manière nominative que ces jeunes, 4-5 ans plus tard, allaient faire ces faits. On nous a pris, je vais dire, pour des clowns, pour des mythomanes. Je vais dire aujourd'hui, malheureusement, l'actualité nous a donné raison. Mais, parce que je suis un têtu, je me suis dit, ok, le système ne veut pas de nos idées, ne veut pas de nos constats, donc on va continuer de manière officieuse. Et c'est comme ça que j'ai créé, dans le cadre de mon association, un club tout à fait atypique. Et je pense que ça, par rapport au coaching, c'est certainement la chose la plus intéressante, qui s'appelle le club Tous à bord. Le club Tous à bord, c'est quoi? C'est l'inversion du social traditionnel. Ça veut dire que dans le club Tous à bord, qui sont mes coachs? Toutes des personnes handicapées. Donc moi, dans le club Tous à bord, c'est la personne valide qui se fait guider et coacher par des personnes en chaise roulante ou des personnes aveugles. Parce que je pense que
on a tous nos différences, on a tous nos limites, on a tous nos freins, quel que soit, je vais dire, nos parcours de vie, mais la malchance que l'on a tous, c'est que dans la plupart des cas, on peut les cacher. Une personne en fauteuil roulant, une personne aveugle, a toujours sur elle, dans son portefeuille, la carte qui dit « Moi, je suis différent ». Nous, on est tous différents ici, mais certains vont dire qu'on est tous semblables. Et donc, c'est un petit peu autour de ça que j'ai créé ce projet Tous à bord, pour permettre au point de départ à des jeunes en rupture, mais encore il y a quelques jours, au personnel de la banque BNP à la rue Royale, de vivre également une sensibilisation au monde du handicap avec la prise en charge du valide par le moins valide. Wow. Next is also impressive, and personally I'm touched, of course. Donc là, ça me fait pas la vie facile parce que tu as dit un truc qui me touche beaucoup. So after his experience in with his organization, he decided to work on another level, of course, as well. So he started to help young people, who are in prison, like those who are under 18 years old. And he followed during 5 years, he did that, and he followed those young criminals, right? And he tried to help them. He says that among them, there were a lot of young criminals who were the ones who made the attacks in Paris and Brussels. He said that, Jean-François says that he told the instance, like the authorities about it. He knew before, much before, a long time before, that those young people are being radicalized. It becomes dangerous. But the authority says, hey, man, you're a clown. We don't believe you. And that's why, he said, okay, I will stop here, because that will not work. And also, we're not listened, right? So, after that, he said, okay, I want to do something also, a new idea, to create something special. So he had the idea to put in contact those who are handicapped with those who are not. And those who are handicapped will coach the one who are not handicapped. The blind people, the people who doesn't have legs, whatever, will coach the one who are healthy. Because, in the end, we are healthy, we can hide things, right? Some other negative point, whatever. But those guys, they cannot hide. So they are true people. And why I was touched, because during my youth, I had the chance to have a stepfather which was blind. And it's amazing because during about 15 years, more or less, that I've known him, I learned a lot of things. Because when you're blind, try to be in a dark space, like fully, or close your eyes, wherever, right? Just try to close your eyes and just try to go down those steps. It's amazing. That's what I try to do, and you will see, you will learn a lot about yourself, about where you are, and how you can excel yourself to the next level. It's about listening. When I talk, as a salesperson, I try to listen. So I try to be somehow blind. I don't see who is in front of me, but I listen very actively. So that's one of the things that I remember. So I learned 100 of things from those people. It's amazing, really amazing. So if you have a chance, try to do it, or just talk to Jean-François. I'm sure he knows a lot of amazing people around him. So that's what he was doing. And even with BNP Paribas recently, he put those handicapped people with other people who have the chance to be more healthy.
Et puis le dernier tiroir, c'est un peu mon tiroir actuel, qui rejoint un peu celui de Jacques Borlée. Donc, comme je vous ai dit, à un moment, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler dans l'univers social. Et j'ai pu rentrer donc, dans le monde du sport. En plus, personnellement, je suis sportif de haut niveau, je suis ultra-marathonien. Donc, je veux dire, le sport, c'est vraiment en moi. On peut dire le vrai sport, dans le sens où le sport 100%, je vais dire, amateur, où on s'entraîne d'abord pour soi-même et pour le bien-être, même si des performances peuvent être derrière. Et une des raisons pour lesquelles j'ai voulu à un moment travailler dans le monde du sport, c'est parce que le sport, et on le dit souvent, c'est préventif. Après avoir travaillé près de 10 ans dans des combats qui étaient parfois des causes perdues, je me suis dit, tiens, si je peux aider des jeunes qui ont un talent sportif reconnu et qu'on peut leur permettre, grâce à ce talent, de vraiment se lancer dans la vie et ne pas, comme je l'ai fait 10 ans au préalable, toujours mettre des petits pansements sur des plaies qui n'étaient pas soignées, c'est plus intéressant. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rentrer dans un club de football. Je pense que vous connaissez évidemment donc le Royal Sporting Club d'Anderlecht, à un moment où le club se remettait un peu en question par rapport à sa politique de formation des jeunes. Puis pendant longtemps, le Sporting d'Anderlecht, comme n'importe quel club de sport tout court, se disait notre business plan, c'est le football. Et ce qui se vit à côté pour les joueurs, c'est pas très important, ou en tout cas on ne s'y intéresse pas. Et puis il y a eu pas mal d'échecs de joueurs, et ils se sont dit tiens, ce serait intéressant de créer, parce qu'à l'époque on a appelé le département social, puis on a appelé le département sociopédagogique aujourd'hui, une mise en place d'un projet qui se dit ok, pour réussir dans le foot, il faut être bon évidemment sur le terrain avec une balle au pied, mais sur une journée on ne joue pas au foot tout le temps, quelques heures, tout ce qui se passe à côté du football a beaucoup d'impact sur le football. Même manière que dans la vie de tous les jours. Je ne vois pas comment on peut être bon dans son boulot si on est mauvais à côté. Si on est mauvais dans sa vie privée, si on est mauvais dans tout ce qui est dans la vie de tous les jours, je pense qu'on ne peut pas être performant au niveau du boulot. Et malheureusement, le monde du football que vous connaissez et dont on parle si souvent, c'est un milieu tellement dangereux, un milieu de lumière, d'argent, et au final avec souvent des très jeunes publics, il y avait beaucoup de pertes. Et c'est comme ça que j'ai pu lancer ce projet au niveau du Sporting. D'abord d'un point de vue structurel, on m'a demandé de créer un projet qui s'appelle le Purple Talent pour permettre aux jeunes de combiner dans des bonnes conditions le foot et les études. Et puis, par mon parcours social, c'est pour ça qu'à un moment, on récolte toujours ce que l'on sème. Évidemment, je suis extrêmement à l'aise avec les publics issus de l'immigration. Et dans le monde du football, on sait très bien, dans le monde du sport tout court, on sait très bien que les jeunes issus de l'immigration ont souvent beaucoup de talent et que c'est souvent l'à côté qui pose parfois problème dans leur progression, dans leur réussite. J'ai commencé l'accompagnement individuel au point de départ de jeunes joueurs. Et puis, comme ça fonctionne dans n'importe quelle entreprise, on m'a donné la possibilité de toucher à des joueurs, je vais dire, professionnels, des joueurs parfois extrêmement connus, qui étaient parfois en difficulté, qui étaient parfois au bord d'un arrêt de carrière. Et on a réussi surtout, parfois ensemble, surtout, à les ramener à un certain niveau. Ce qui est surtout marrant, c'est que je vous dis ici, et je pense que ma présentation que j'arrêterai ici, de 15 ans, je vous ai parlé peut-être 3 minutes, même pas, de la partie aujourd'hui qui fait de moi quelqu'un d'un peu plus connu, qui est le monde du football, mais c'est certainement les 20 minutes d'avant qui font ce que je suis aujourd'hui. Tout ça pour dire que pour être ce qu'on est, ça se construit. Et je pense que si on veut directement aller dans la lumière, comme beaucoup de gens, et ça je parle pas ici du foot, je parle de tout, si on veut directement dans la lumière, mais qu'on n'a pas des bonnes bases, on peut pas réussir. Très bien. Tu peux juste dire les 2-3 noms de personnes connues? Oui, donc c'est clair que le premier joueur qu'on m'a accompagné, c'était un attaquant congolais qui était Dieu merci Mbokani, qui connaissait pas mal de difficultés personnelles à l'époque, puis des jeunes que j'ai accompagnés et qui sont devenus des joueurs, je vais dire, plus connus comme chez Koukou Yaté, Chancel Mbemba.
on a accompagné Lukaku, Tielemans dans leur scolarité. Et puis, je vais dire, le footballeur avec qui j'ai fait un parcours, je vais dire, le plus long, c'était Anthony Van Den Boer, qui avait arrêté le football pendant 1 an et qu'on a réussi à amener à la Coupe du Monde, qui a écrit une des plus belles pages de l'histoire du sport en Belgique, vu qu'il est passé de chômeur à titulaire d'un match de Coupe du Monde en 1 an et demi. Donc c'était incroyable. Mais encore une fois, aujourd'hui, quand on me parle de ça, on me dit « Waouh, c'est incroyable ce que tu as fait avec Van Den Boer, etc. » Comme ça, par rapport à ce que j'ai fait avant avec des jeunes. Parce que je répète, c'est quand on est justement au fond du trou, vraiment, et qu'on a essayé de repêcher des gens que c'est beaucoup plus compliqué. Je dis quand les gens ont déjà beaucoup de talent et une dose de confiance, et c'est beaucoup plus simple. Je te laisse traduire et après, ce que j'aimerais, c'est par rapport aux différents tiroirs que j'ai ouverts, que vous réagissiez, ou vous ayez des questions, ou même des choses par rapport à vos propres parcours, où je peux peut-être certainement pas, je vais dire, apporter la réponse. Parce que ce que je dis souvent aussi quand je témoigne, parce que je témoigne au final beaucoup plus souvent auprès de jeunes publics que de public adulte, c'est que aujourd'hui je suis devant vous, avec un parcours de 15 ans, je sais, qui étonne souvent pas mal de gens, surtout pour quelqu'un qui est encore très jeune. J'ai 37 ans. Mais une des fiertés que j'ai toujours à dire aux gens, c'est quand j'étais en 6e secondaire, donc en réto, à l'âge de 18 ans, quand je devais lire un texte en classe, je devenais tout rouge, je bégayais, et quand, un peu comme ici, j'essayais toujours de compter, ça va être la 14e ligne, plus ou moins, que je vais devoir lire, et je la répétais, tellement lire une ligne devant une classe était impossible. Ça, c'est moi aussi. 15 ans plus tard, je suis la même personne. C'est juste que j'ai pris conscience de mon potentiel et j'ai surtout compris qu'on n'avançait pas seul dans la vie. Yeah, it's very amazing. That's the last part before the question and answer. So after, the story about the handicapped people, so he decided to join the sport world. So that's why he became a coach for very young sport teenagers, right, who are doing football at the famous Anderlecht club. I suppose you all know that club. And, sport and private life, you need to align them. You cannot be good in sport and not good in private life, or the way around. If you're, doing something, whatever, if you work, and you do something else aside, you need to be the same, so kind of at the top. And that's why actually Jean-François, there was a program called the Purple Program at Anderlecht, who was actually helping those young teenagers, who are under the light of success, but also failure. Remember, everybody's looking at you, right? So you can easily drop. You can easily have like a hot mind, like, wow, I will become the best, and ruin your career. And so Jean-François could help a lot of many teenagers who with incredible names like Van der Boer. And so this guy was like, not homeless, but jobless. And he just simply couldn't go on with his life. And that's where actually Jean-François says, I can help you and I can coach you, right? And that's how actually he could, recover young guys, who are falling down, like there's Van Den Boer, but Lukaku, who else you said? Because Tielemans. So many young teenagers in football. And now they became big stars. Van Den Boer is one of the guys who made a history, in Belgium, in the football history. And that's really incredible. From nowhere, you could reach at the top. And that's how actually Jean-François became very famous, because
you know, we have big names and everything, and wow, they say everybody. But Jean-François is very humble. You know, he says, well, that was piece of cake, right? Because two fingers in the nose is not English. So it's piece of cake in English. Is right translation, huh, Sinuhe? Yeah, you're better than me in English. Far better. So I need to be coached by you in English, all right? So and we have someone who can coach us, both of us. So definitely, you know, where now he is, Jean-François, you know, he's underlegged, those names, but it's all what is before, what has been done before, which counts. You know, those 10 or 15 years, experience, difficulties. Remember the homeless, the technical school, the those teenagers always, the handicapped people. That's how actually he is who he is now. So it's a path, it's an evolution, you know, where I remember, because we can relate to sales, you know, why we became coach, because we had a whole experience. You know, Pascal has his own experience, I have my own experience, but in the end, you need to evolve. And it's not like, oh, wow, he's a coach. No, it's the whole history. And you have to make your own history as well. So every step will lead you to where you need to be, right? So focus each time, and that's what I try to do. And I think, you know, with a different way, but in the end it's the same. He tried to be the best in what he was doing, and he was believing in what he was doing each time. You know, whatever, remember that's also what Jacques Borlet says, whatever people can criticize you, say you didn't make the right choice, you didn't do this, you were a clone, whatever. No, keep on what you're doing. You may still fail. That doesn't mean you will not fail. But at least you did what you believe. And that's what's most important. So, also, I don't know if we mentioned it, but Jean-François is a marathonian. So he is also excelling in what he was doing. That was also one of the picture you saw before. So you need also to excel in something, you know, and it's also in sport. So, and you need to do something, you know, you have your job, but you have also other hobbies, and whatever you do, try to be, of course, have fun. That's very important. We are having fun with Pascal every day by teaching. It's not always easy, you know, but it's fun. And, you know, that guy I showed you, you know, believe me, he was suffering. You know how many calls he did the last 3 weeks? Until he get that contract, how many calls in total, like how many work he was. Guess a number of calls. Yeah, not bad. It's about 600. 600 calls to get to the goal. So you need to do it, right? So we will open the question and answer for Jean-François. First of all, thanks again for this explanation. But if you have questions, it's the right time. He really wants to listen to you, as he used to do, and maybe another time make some miracles with you. So, what questions would you like to ask to Jean-François? Sinuhe, yes? Even though it might be a piece of cake, it's incredible. So congratulations for that. What I would ask you is, since people in general are complex and have problems, what advice would you give to young people who might be facing tough emotional challenges in their lives? What would you tell them? What's the first thing you would tell them? What should they do? Because probably you wouldn't be able to pick everybody's phone because you're only one person. So what should they do if life is being tough on them? What would you advise them to do? Je vais répondre en deux phases avec une chose que je voulais rajouter tout à l'heure.
souvent, je pense quand on parle de coaching, on parle surtout déjà d'un coaching technique. Ça veut dire, et ce qui est logique, ici Jacques Borlet est avant tout, et les gens qui l'entourent, des coachs techniques. Quand dans un club de foot, on dit le coach, c'est l'entraîneur de foot. Mais je pense que la partie technique d'une réussite, au final, elle n'est pas énorme. Elle est pas grande, et surtout à un certain niveau. À un certain niveau, tout le monde a la technique de son secteur. Je veux dire, quand on joue, quand on est footballeur professionnel, ils savent tous jouer au football. Quand on a fait des études de marketing, bien sûr qu'il y a des meilleurs et des moins bons, mais on a en tout cas une base nécessaire pour du secteur. Par contre, ce qu'on néglige souvent, et je pense qu'on rentre évidemment là-dedans, c'est la partie, c'est comment cette technique que j'ai, naturellement, par don ou par travail ou par transmission, comment je peux la développer? Comment est-ce que je peux l'optimaliser? Et comme je disais tout à l'heure, la seule manière d'optimaliser, c'est le bien-être. Alors, qu'est-ce qui empêche le bien-être? C'est les limites que l'on a. Tout à l'heure, quand je parlais que ma plus grande fierté, c'est mon club tous à bord, c'est pour ça. Confronter des gens à leurs propres limites, c'est la chose la plus intéressante. Et qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant qu'une personne handicapée pour vous confronter à vos propres limites? Il n'y a rien d'autre. Vu que quand vous voyez une personne handicapée, ça fait peur parce que justement, c'est pas marché, ils ne voient pas, etc. Ça, c'est des limites. Au final, on a tous nos limites, comme je disais tout à l'heure, mis à part que nous, on sait la plupart du temps, globalement, les cacher beaucoup plus facilement. La méthode que moi, j'ai toujours expérimenté avec tout le monde, c'est le coaching, aussi souvent, c'est blablabla, 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 blablabla. Je ne dis pas que je ne parle jamais, mais je pense que l'important, c'est de faire vivre des choses. Parce que je pense que ce qui fait la différence entre, et ça c'est ce qu'on appelle après l'expérience, qu'est-ce qui fait la différence entre les gens? C'est l'expérimentation. Quand j'étais dans la délinquance, je disais souvent aux gens avec qui je travaillais, qui parfois étaient découragés, quand les élèves disaient en classe « Ouais, monsieur, vous gagnez je ne sais pas combien par mois, moi, mon frère, en 10 ans, il se fait 5 fois votre salaire en une semaine, etc. Moi, rien à foutre des études et blablabla. Bla, bla, bla. » Et ça, c'est des couilles. C'est quoi le problème souvent? C'est que quand vous demandez à un jeune, est-ce que tu préfères gagner 50 € en allant arracher le sac de la petite vieille à la gare du Midi ou 50 € en travaillant, qu'est-ce qu'ils vont souvent dire ces jeunes-là? Je préfère arracher le sac à la gare du Midi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'a jamais gagné 50 €. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, et c'est pour ça que les jeunes qui sont en décrochage, c'est leur gros problème, ils n'ont pas l'expérimentation. Ils n'ont jamais eu la chance de gagner 50 € et le soir, en rentrant à la maison, ou quand on s'achète peu importe quoi, un vêtement, enfin à l'époque ça coûtait moins cher, un GSM, etc., se dire ce GSM-là, je l'ai gagné, je ne l'ai pas volé. Et donc, je pense que, qu'est-ce qui fait, comme je disais tout à l'heure, moi d'où je viens à 18 ans et aujourd'hui, l'expérimentation, les rencontres. Combien de fois j'ai souvent dit à des gens aussi, c'est pour ça que je dis il faut souvent voir d'où on vient, combien de fois dans ma vie, c'est pour ça que quand tu m'as demandé de venir, etc., je t'ai même posé aucune question parce que c'est ma mentalité depuis 10 ans, moi je tire à blanc tout le temps. Ça veut dire que je me dis que toute invitation ou toute opportunité qu'on me donne, bien sûr quand j'ai le temps, il faut mettre des limites, etc., j'accepte parce que je me dis que c'est toujours une nouvelle expérience et que même si elle m'est peut-être pas utile ce soir ou quand je rentre chez moi ce soir, je me dirais tiens, grâce à la rencontre de ce soir, qu'est-ce que j'ai pour demain? Non. À un moment ou à un autre, ça va me servir tant en termes soit de réseau, soit en termes personnels, d'avoir pu reparler, rencontrer des gens, etc. Tu as déjà gagné un ami. Mais souvent, les gens veulent, et je pense qu'en vente, c'est peut-être le problème aussi, je ne suis pas vendeur, mais c'est ce que je devine, c'est de se dire, moi, chaque fois que je tire, je dois toucher une cible. Oh, mais la vraie vie, c'est pas ça. Hein. La vraie vie, c'est combien de fois je dis à des anciens détenus,
Vous savez, les chiffres, au niveau de la réinsertion, ils sont très simples. Sur 10 détenus qui sortent, 8 retournent en prison. Autre chiffre, qui a un lien direct avec ça. Sur 10 personnes qu'un ancien détenu croise pour un boulot, pour une relation amoureuse, pour un loisir, pour un logement, 9 ferment la porte. Donc, personne, prison, fragilisée. Avec ces chiffres-là, ça donne évidemment le 8 et le 9 qui ont du lien. Mais si vous avez la force de frapper à 100 portes, il faut être fort en mathématiques. 9, 1, 100, 10. Vous n'avez même pas le temps de gérer les 10 portes. Mais comment est-ce qu'on amène des gens à cette force de frapper à 100 portes avec la certitude d'en avoir 10 qui s'ouvrent? Ou souvent, beaucoup de profils de gens, c'est je frappe à une porte, ça va pas, 2, à la troisième, sauf s'il y avait beaucoup de chance, il faut jouer au loto, à la troisième, on renonce déjà. Ça, c'est ça le truc. Comment on amène ça, l'expérimentation? Vivre des choses, gratuites. Et une fois que vous avez compris que sur la durée, je pensais toujours que ça ne servait à rien ce que je faisais, mais hop, à un moment ou à un autre, je récupère le bénéfice là, bah, ça vous excite presque de faire des choses gratuites. Wow. It's a fantastic test for me. I don't know if that was planned to make it so difficult for me, but okay. What Jean-François said is, I forgot the beginning actually. Someone can help me. Pascal, you remember the beginning? No? Le tout début, c'était à propos de la, justement, de la... Le fait que la partie technique, beaucoup de coachs sont en technique, et le but c'est d'amener des gens à être dans... It was a long time ago, yeah. Plutôt l'être plutôt que le savoir. Yeah. So there you have many coaches, you know. Yeah, now I got full. Okay. So yeah. Boom, boom. Take 3. So a lot of coaches are technical, right? Like Jacques Borlet, first of all, of course, he's a technical coach, like many. You know, it's all about techniques. For example, in sales, how you will sell is with techniques, right? How you do marketing is with techniques, what you have learned. So most of people, at certain point, they will learn something, right? And you will get a right basis. That's great. Some of you are in school, I believe. Yeah, just imagining, and or finishing school, and so you have a good base. But then, how you will excel, how you will get to the higher level, and that's where actually you need experimentation. That's where you will reach to another level, and it's also, of course, going outside your comfort zone. It's not easy, right? And that's how actually the coaching gets into it, because it's being coached. Even if you're in a company, you have, I don't know if you heard that word, a sponsor or a coach, you know, to get a high level. How from a just, for example, simple salesperson, you become a director or CEO. And so you have basically sponsors who can help you and lead you to that situation. So, so that's one of the very important things, the experimentation. And then Jean-François said, help me again, après l'expérimentation, yeah, there is some young guys, you know, you remember they were the criminals. You know, those people, you know, they were stealing, you know, and they, you know, it's easy to steal 50 euros, right? So they were stealing and they say, hey, anyway, you know, you have a job, you know, you work, but, and you know, my brother, he earns 5 times more than you, you know, it's easy. And he doesn't work as much as you. He's stealing. The thing is that, is it better, he asked, would you like 50 euros by stealing or by working? He says, of course I want by stealing. It's easy to get the money. So why to work like you, like 10 hours a day to get 50 euros? And then
the problem for those guys, they never experimented the fact to work and to get the the pride, and to be happy to have done that, to work to get those 50 euros. Because if he get the chance, someone offers him the chance to work to get that 50 euros, maybe after that he will think differently. He will not think, yeah, it's better to steal because actually it's bad. But he haven't seen anything else in his neighborhood. So that's why that's the easy way, right? So that was a very important element that Jean-François said. Après l'histoire du vol, il y avait... Le fait justement d'être capable de frapper aux portes et accepter de tirer à blanc justement, et de ne pas vouloir toujours concrétiser directement. Okay, merci. So yes, so for example, today Jean-François accepted to be here. He didn't know where he was. We didn't talk much actually. That's why it was a bit of a surprise. Of course, we needed to do some in French as well. I didn't announce it. So you see, it has advantages to be like freestyle, and disadvantages. That's also a story. A good important things to do. So so in the end, it's very important you try many times. For example, Jean-François says, the criminals, out of 10 criminals who go out from prison, there are 8 of them who go back to prison, right? The other very key figure is that, the two who doesn't go back, many of them, like I think 9 out of 10, it's very difficult to find a job, right? You need to try. So you get to find, when you are in difficulties, the strengths, and the motivation to do many times, to open doors, to fight for what you want to do, to get to where you will reach. And I'm sure here among us, there are some of you, whether you studied or you're working or you have your objectives, you want to achieve it. Like the guy I was mentioning before, he made 600 calls to get that first contract in his life. He had the basics, or like the technical coaching, the coaching, but also his hard working, and the experimentation, and trying, right? Shooting, until he gets the right client for him and get to a result. So that's also a good lesson, I think, for all of us to follow. If you have any project for yourself in life, you also have dreams. Jacques talked about the dreams. The dreams don't come straight away. You need to work for it. For example, my dream was traveling. I was working hard to travel, So that's one example. Mm-hmm. Okay, ladies first, as there are 2 ladies, I will give you... ok. Voilà, c'est parce que je ne sais pas si tu as apporté en fait toute la réponse par rapport à sa question. Je crois qu'il était plus dans le coaching éducatif et sa question était justement de savoir quels sont les conseils que tu donnerais face à un jeune où la vie est difficile en fait. Enfin, si j'ai un peu... c'est ça. Hein. Oui, donc vraiment faire vivre des choses différentes, parce qu'encore une fois, et ça, c'est pour ça que, je ne vous connais pas évidemment, mais je devine un peu vos parcours, vos ambitions professionnelles. Je pense que quand on fait des boulots qui a un lien avec l'humain, donc l'humain, je ne parle pas du social du tout ici, mais en tout cas en relation avec des autres, ce qui fait la différence, c'est ce qu'on dégage. C'est ce qu'on dégage. Et ce qu'on dégage, c'est, comme on vient de dire ici, c'est pas la technique, c'est le bien-être ou la confiance qu'on a en soi. Et donc, c'est sur ce terrain-là
qu'il faut travailler. Et par rapport au complément, c'est clair que vivre des choses qu'on ne connaît pas, c'est la base de tout, puisque on part du principe que qu'est-ce qui t'amène, mais je pense que c'est une logique de vie ça, qu'est-ce qui t'amène à une situation difficile, c'est ta vie actuelle. Donc ça veut dire que si tu veux quitter cette partie-là, c'est en potentiellement aller découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Okay, so it's basically going outside of the comfort zone that will help you to excel and find new ways. C'est ce que j'appelle le confort de l'inconfort. Trop de gens qui sont en situation difficile sont dans le confort d'un total inconfort. I like this idea is a concept of being in a comfort out of your comfort zone. So it's just like, and I like that because I feel like that. I like to be outside of my comfort zone. So it's a state of mind. And once you get there, it's amazing because actually there is a sentence that I love to teach as well is the magic appears outside of your comfort zone. That's always you have surprises, sometimes bad, but most of the time, amazing surprises. You also had a question? So my question is that you've been making great examples for the students of homeless people and handicaps, but I'm sure you had students who actually didn't follow your advice. And that is interesting because sometimes people, we know what we should do, but we don't do it. And I think they were impressed, but still they don't do the right things you ask them to do. And so the question is, did you have the students, and for how long you tried to coach them and they still didn't choose a good life? And why do you think they didn't follow your advices and your examples and all your coaching and empowering system for them? Retraduire un tout petit peu. Oui. Actually, the answer is very simple. It's because they are bad boys. Donc, pourquoi dans certains cas, pourquoi les jeunes, quand justement vous leur avez donné des instructions, pourquoi sûrement vous n'avez pas eu 100% de réussite? Qu'est-ce qui a fait que ces jeunes n'ont quand même pas réussi malgré un bon coaching? Voilà, je pense qu'on a tous, en tant que coach, eu nos échecs. Et qu'est-ce qui a fait dans ton cas que tu as eu des échecs? Déjà, et c'est pour ça à ta question, la réponse, elle est déjà... on pourrait poser la question autrement, c'est pourquoi le monde actuel va mal? Ça, c'est la réponse, une question par une question. Parce que souvent, comme j'ai dit, et mon parcours professionnel, c'est le résumé de ta question, soit il est trop tard, donc soit, et c'est pour ça qu'à un moment j'ai fait le choix moi d'arrêter une partie de mon parcours professionnel, c'est parce que, comme je disais, c'est mettre des pansements sur des plaies qu'on sait pas soigner, ou en français je dis souvent, c'est mettre pour un vélo une rustine sur une chambre à air qui est complètement bousillée, donc il est trop tard. Ou dans le sens inverse, et ça c'est même encore plus la réponse pourquoi le monde va mal, c'est parce que les gens vont pas bien, mais pas assez mal pour pouvoir changer. Donc ceux qui veulent changer, parfois il est trop tard, et ce que j'ai souvent, et c'est pour ça que notamment, parce que mon parcours c'est surtout avec les jeunes en grande difficulté, moi je ne demanderais pas mieux de travailler plus en prévention dans des écoles normales, comme celles qu'on a vécues, etc. Mais là, la plupart des jeunes, des profs, etc., ne sont pas réceptifs, parce que pour eux, ils ne sont pas spécialement bien dans leur peau. C'est tous ces gens qu'on voit dans les métros, métro, boulot, dodo, en apparence bien habillés, tout va bien, on a son salaire, on a sa vie de famille, etc. Mais on n'a pas cette énergie. Je veux dire, j'allume la radio quasiment tous les jours, j'entends burn-out, 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 burn-out. Le burn-out,
touche pas les gens qui sont fragilisés. On ne parle pas des burn-out des chômeurs. On parle des burn-out de ceux qui travaillent. Et donc, à un moment, ben, il faut prendre... C'est ma réponse, c'est que la plupart des gens ne veulent pas prendre conscience à quel point un changement doit se provoquer par un changement de mentalité et surtout de découverte. Et à ce moment-là, ben, je vais dire, vous leur faites vivre autre chose et ça reste une bulle. Dans beaucoup d'écoles avec lesquelles j'ai travaillé, des écoles plus huppées, c'était chouette. Ils disaient, c'était chouette, c'était une activité parmi d'autres. Et puis demain, on reprend sa vie traditionnelle. Ben, un peu comme, au final, nous ce soir. Je pense qu'on est sur un monde et des valeurs hyper idéalistes, mais il y a de très grandes chances que la plupart d'entre nous, ben, demain ou ce soir, bon, on reprend son train-train, même si peut-être ce qui était dit ce soir, ben, ça nous a touchés. Mais c'est normal, parce qu'au final, on n'est pas non plus trop en difficulté. Yeah, so why some coaching is failing? It's because basically the young people or the authorities, whoever, in the end, they don't feel concerned, or they don't care really. The world is not going in the right direction always, but it's going all right. Huh? It's flat until it goes down. So basically, it's not even low enough to say, hey, it's dangerous, be careful. No, it's not enough. Just take the example of the terrorists. Like, maybe we could prevent it 5 years before this happens. But no, it was not enough. They didn't do anything. Legally, they were all right. Yeah, you just think bad and, they're talking about it. Until it collapses. Then boom. And then, oh, there's a problem. It's too late. It's just like us tonight. We have, we are ideal world. We talk about this handicapped people. We talk about this. And after, you will go out and you will forget that. And you will go back to the train-train in French means, your daily life, And we need to think proactively, not reactively. That's how basically also, as a salesperson, you always think proactively. Always. Because how to get the target, you need to train. And you even imagine the worst case scenario, you're number 2. You're never number 1 when you start. Never. It's until the end. For example, it's only when you have the contract in hand that you're sure the deal is for you. Your client, the day before, he could say, it will be for you. We will sign for you. Et c'est un petit peu, et c'est pour ça que je pense que ça fait du lien aussi avec vos parcours. Ce que je vis dans le football aujourd'hui, c'est que le monde du football, comme vous le savez, c'est un monde de grands privilégiés qui très vite reçoit argent et gloire et lumière. Et donc la plupart sont bourgeoises, très vite. Ça veut dire que ce sont de bons footballeurs. Mais moi, dans mon parcours de c'est ma 8e saison au Sporting, j'en ai que un qui m'a un jour dit « Aide-moi à devenir un des meilleurs joueurs du monde. » Je lui dis « Ok, mais une condition. » Ça veut dire que chaque jour, je te dirai qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que pour devenir un des meilleurs du monde, le moindre détail va compter pour progresser et continuer. Mais quand vous gagnez déjà très bien votre vie et vous passez déjà beaucoup à la TV, dans le journal, c'est humain et c'est normal à un moment de s'embourgeoiser et de mettre un peu fin à sa progression. Le gros problème, et c'est ce qu'on vit tous dans nos boulots même normaux, c'est qu'on dit, en français, une expression qui dit « qui n'avance pas recule ». Et la plupart des footballeurs que moi j'ai vus s'embourgeoiser, ben, c'est pas qu'ils restaient, qu'ils se stabilisaient, ils devenaient de moins en moins bons. Et je pense que c'est pareil dans tous les secteurs professionnels. À un moment, on peut se dire, bah, je suis quand même bien, j'ai ma boîte de société, j'ai mon salaire, oui, si j'avais 500 € de plus, je serais content, mais bon, c'est déjà pas mal. Une fois qu'on se dit ça, on devient moins bon, on est dépassé par un autre. C'est toujours comme ça. Alors, où trouver le juste milieu entre l'ambition, mais
il y a l'ambition, et c'est là évidemment qu'on doit trouver le juste milieu. Il y a l'ambition qu'on va appeler, comme tantôt, l'ambition technique, qui est je veux progresser, je veux encore être plus fort, des nouveaux targets, et tickets, chat, de plus en plus riches, ou la simple ambition de savoir qu'au moins on devient un peu meilleur. Même si la situation peut-être matérielle ne change pas énormément, mais voir qu'on progresse au jour le jour. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre les gens, je vais dire, qui dégagent quelque chose, qui va réussir à convaincre d'autres, et ceux qui petit à petit vont s'éteindre. I think, yeah. So that's absolutely also a great concept. You know, people who are succeeding, you know, they got suddenly rich, especially in the sport world, right? You know, they do one goal and wow, 1 million, ding, you know, wow, we are a star now, you know, and it's easy to decrease. You know, when you reach the top, it's very easy also to get to lower. And you know, then you don't make any effort, you have your money, you know, you're a star, blah, 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 and you don't foresee, and they don't foresee, you know, what will happen. You know, it's exactly what we talked about just before, right? And so it's about really keeping up, you know, the effort. That's very important. One day, there is a sport guy who said, Jean-François, I want to become the best soccer player, football player in the world. He says, look, you want to be really like the top player in the world? He says, yes. I will do that with one condition. Tell me. I'm ready to coach you, but every day I will criticize you. I will tell you what you can do more, what you can do differently. That's the only way that I can help you. He says, yeah, okay, I will do it. So every day he got better and better and better. And then suddenly, you know, you become like healthy financially, and you feel like, oh, wow, I'm flying quite high now, right? And that's how actually those people, they don't see the future. You know, when you are you're down, you know, on earth, you can see you can raise. That's why sometimes it's good when you have zero money on your bank account, there's a good news, it can just go higher, right? Well, lower as well, but it's more difficult. So think about that as well, you know. When things go bad, you can go up. But when you are up, you need to be careful. Because when you have, I don't know, 5, 10, 20K or 40K on your bank account, usually it's easy, it goes down. How you will keep that money on your bank account? So that's about success. So you need to always think how you can improve yourself, always think about how to become better and better. That's really the advice, is not to become technically better and better. No, it's about mentally, how you can be better mentally. That will make you better. All right, I think it's time to have a party. All right, here we go. I want to thank our guest, of course, with a small gift. And it's the moment to open some champagne. Whoa. We can celebrate it. Of course we can. We'll have some cleaning, but who cares, right? Yeah, yeah, of course, of You know, course. that's about partying at, you know, we did that at Xerox so many times. Yes. And, so you deserve it. So who wants some champagne? You all want? So, okay. Okay, there is some more, so... It looks like water. It's important with the vision and with the board you stay on the ground. And you have the big ambition, but you begin small. And it's important you feel what's the good way for you, and when you find this way, you organize after the big ambitions.